Shraga Bloom, bonjour Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov chers auditeurs. Alors, nous avons sollicité ce matin à l'issue, on va dire, d'une semaine extrêmement mouvementée dans la classe politique israélienne, comme on peut dire, on en voit assez rarement, même en période électorale. On a assisté à deux développements majeurs sur le plan purement politique. On peut parler d'éclatement à droite et d'éclatement à gauche. Éclatement à droite avec le départ de Bennett et Shaked du foyer juif et la création de leur nouveau parti, la Nouvelle Droite. Et éclatement à gauche avec... on va dire l'éclatement du camp sioniste, on va dire initié par Avi Gabay de manière un peu violente, il faut bien l'avouer, envers Tzipi Livni. Ouais. Alors, deux développements majeurs et puis également... de manière en toile de fond, on va dire, les affaires judiciaires du Premier ministre, avec des développements également sur le plan judiciaire, des révélations faites par les journalistes israéliens sur le fait que le conseiller juridique du gouvernement s'apprête à rédiger un acte d'accusation contre le Premier ministre qu'il a l'intention de présenter sous condition donc d'une audience avant même les élections du 9 avril. Tout cela, ça fait beaucoup de sujets. Je voudrais que l'on réagisse, vous réagissiez d'abord à ces deux développements, cet éclatement dans la classe politique israélienne, à droite et à gauche, Bennett Shaked, le foyer juif, le Avi Gabay, le camp sioniste. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, je crois, comme vous l'avez dit, qu'on assiste à l'une des campagnes les plus palpitantes et intéressantes et donc incertaines aussi que l'État d'Israël a connu, enfin que la vie politique Israël a connue. Si vous voulez qu'on commence par la droite. Et on est qu'au début en plus. Hein. On est qu'au début et on voit très bien que chaque jour, je me demande ce qui va se passer le lendemain. Oui. Et donc c'est même si les sondages au début paraissaient assez stables, maintenant on voit très bien que les choses peuvent bouger et que il y a des inconnus aussi, comme le parti de Benny Gantz. Voilà, donc, alors on va revenir sur Benny Gantz parce que c'est un cas à part, mais sur cet éclatement, cette fragmentation, on va dire, de la classe politique israélienne, quelle est sa signification ? Est-ce que cela veut dire que, on va dire, pour être très 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 brusque, il y a une sorte de concours d'ego au sein de la classe politique israélienne entre certains leaders qui ne veulent pas accepter, par exemple, le leadership de Netanyahou, ou même à gauche, avec une incapacité de s'entendre pour former un front commun qui pourrait peut-être effectivement inquiéter le Likoud. Comment expliquer cette fragmentation ? Écoutez, je crois que les raisons profondes sont différentes à droite ou à gauche. Si on commence par ce qui s'est passé avec la dissolution du foyer juif et le départ de Naftali Bennett et Ayelet Shaked, je crois que c'est une stratégie qui est pour eux de se préparer à l'après Netanyahou. Parce que comme l'a dit Ayelet Shaked la semaine dernière, il y a quelques jours, elle est persuadée que Binyamin Netanyahou va commencer s'il remporte ses élections, va commencer son dernier mandat, que ce soit à cause de son âge ou bien parce que le conseil juridique prendra des décisions qui l'obligeront peut-être à quitter plus tôt que prévu. Donc Naftali Bennett n'a jamais caché son désir de créer un grand Likoud et de prendre un jour la succession de Binyamin Netanyahou. Donc pour ce qui est de la droite, je ne pense pas que ce soit une question d'ego. C'est une stratégie politique qui de placer ses pions, comme on dit, de prendre des dispositions pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. À gauche, c'est très différent. À gauche, c'est vraiment une querelle d'ego parce que on entend toujours parler d'union et de création de blocs, mais chacun tient vraiment à être le numéro 1 et refusera d'être numéro 2. D'autant plus qu'il y a quand même des différences idéologiques assez profondes entre le camp sioniste, par exemple, Parti travailliste, et Yair Lapid, par exemple, ou même Benny Gantz, dont on ne sait même pas d'ailleurs ce qu'il pense vraiment. Alors, voilà. Alors, je vous ai dit, on va revenir sur Benny Gantz, mais on voit une chose, c'est que cet effritement de la classe politique se reflète dans les sondages, provoque également un effritement dans les résultats, au moins si l'on doit se référer aux sondages, et provoque, on va dire, une sorte de focalisation de nombreux partis
petits partis qui se retrouvent donc affaiblis autour du seuil d'éligibilité. Et certains d'entre eux, j'ai fait le calcul hier, il y a une vingtaine de mandats qui risquent de partir en fumée si on ne forme pas des blocs avec toutes ces partis qui se sont fragmentés ces derniers jours. Le foyer juif en deçà du seuil d'éligibilité, les Israël Béthénou, Chasse aussi, et Tzipi Livni également. Tout cela, c'est-à-dire, ça peut avoir une implication dramatique pour la suite des opérations. Si on s'en tient au sondage, évidemment, ce sont que des sondages, mais ils indiquent quand même des tendances. On a 5, 6, voire 7 partis qui ont entre 5, 6 sièges prévus avec la marge d'erreur et puis les surprises qu'on a connues parfois après des élections. Même si ça reste en l'état, le Premier ministre futur aura beaucoup de mal à créer une coalition, ou même s'il en crée une, il va être soumis à des pressions de tous les côtés parce que une coalition avec 5, 6, 7 partis, le pays devient presque ingouvernable. Et donc, c'est un grand problème. La deuxième chose, je pense quand même qu'il y aura un regroupement, je pense surtout à droite, où les petits partis, comme vous dites, il y en a beaucoup, il y a Zehut, de Moshe Feiglin, il y a Otzma Yehudit, il y a Eli Yishai. Vous dites que tout ce monde-là va se retrouver autour du foyer juif. Voilà, je crois qu'il y aura des blocs techniques qui vont se créer pour justement permettre à ces petits partis de rentrer. En fait, vous pourriez dire que on est dans une période aujourd'hui dans les vagues qui ont secoué l'échiquier politique ces derniers jours. On a presque touché le fond et qu'à partir de là, on ne peut que remonter, essayer de. Je pense que oui. Mais de nouveau, la configuration à droite n'est pas la même qu'à gauche. Oui. Je pense qu'il sera très difficile pour l'opposition de créer un bloc uni parce que il y a trop de différences et idéologiques et aussi des querelles politiques. Voilà. Si on s'en prend qu'autre parti travailliste déjà. Hier, justement, à propos du Parti travailliste, c'est que je réfléchissais, c'est tout à fait stupéfiant, c'est que les deux leaders jusqu'à présent de ce camp sioniste, aucun des deux n'est véritablement, on va dire, d'origine travailliste. Tzipi Livni, elle vient du Likoud et même d'une famille révisionniste proche de l'Irgun et du Kherut. Et même Avi Gabay vient aussi de la droite israélienne ou de la droite modérée israélienne. On dirait que le Parti travailliste est quasiment effacé de l'échiquier politique israélien. Voilà, exactement. Et puis, et si vous ajoutez à cela que Avi Gabay, à mon avis, n'a pas tellement de charisme, ce qui fait que ça commence à gronder à l'intérieur. On a vu hier déjà des personnalités qui commencent à chercher ailleurs, qui sollicitent de nouveau Ehud Barak, ou qui font une pétition pour... ça paraît fou, hein. Je ne sais pas, nous avons tous les deux une certaine expérience en la matière, mais ça paraît fou de voir que dans un parti comme le Parti travailliste est incapable de se doter d'un véritable leadership. Oui, et puis bon, on sait que le Parti travailliste a une tradition de manger ses dirigeants, mais ça arrive parfois après les élections, mais là c'est à 3 mois des élections. Et je crois que c'est un phénomène historique. C'est un phénomène historique parce que jamais, je crois, le Parti travailliste n'a été crédité d'aussi peu de sièges dans les intentions de vote, je rappelle. Mais je vois mal maintenant ce parti remonter de manière fulgurante dans les sondages. Et je crois que le cri lancé hier par Eitan Kabel, qui a lancé les opérations, si vous voulez, anti-Gabay, est significatif, quoi. Il a dit, je peux pas m'imaginer ce parti qui a fondé l'État, qui a dominé l'État pendant les 30 premières années, qui arrive à toucher le fond ainsi, quoi. Mais je crois qu'il sera plus difficile de former un bloc d'opposition, d'autant plus que même arithmétiquement, si on exclut le parti arabe, pour le moment, aucun bloc d'opposition ne peut menacer la droite israélienne, pour le moment en tout cas. Alors, on a parlé vous avez parlé de Benny Gantz. C'est aussi un phénomène assez marquant qu'on n'avait vraiment pas connu dans les précédentes campagnes électorales. Celle d'un homme qui apparemment est charismatique, très apprécié, puisqu'il a déjà 15 sièges dans les sondages, mais qui reste muet et persiste dans son mutisme. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose c'est une tactique qui s'avère payante, ou alors finalement, au bout du compte, il va le payer cher, ce silence, Benny Gantz?
Écoutez, je pense qu'il va devoir s'exprimer parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant un parti politique atteindre, si on en croit les sondages toujours, 15 sièges, alors que son leader premièrement, n'a aucune expérience politique et n'a pas, comme vous dites, dévoilé le moindre de ses options politiques en matière étrangère ou en politique économique, sociale et sociétale aussi. Donc je pense qu'à partir du moment où il s'exprimera, je pense que les intentions de vote seront en baisse parce que forcément il décevra des gens. Mais le phénomène Gagne, c'est très intéressant parce que il montre qu'il y a une partie de la population qui est déçue de la classe politique en général et cherche un secours quelque part. Et ça, c'est pas nouveau, hein, il faut bien le dire. Oui, c'est pas nouveau, ça apparaît chaque fois, mais même dans les intentions, dans les sondages sur l'aptitude à être Premier ministre, c'est lui qui prend maintenant la deuxième place, alors qu'avant c'était Yair Lapid qui l'avait. Et puis les médias en parlent comme si c'était un sauveur, alors qu'il a aucune expérience politique. Donc, moi, j'imagine pas un Benny Gantz devenir Premier ministre, alors qu'il a jamais occupé la moindre fonction élective. C'est assez. Alors, pour résumer, Shraga, ces développements, vous pensez qu'on n'est pas encore au bout de nos peines et qu'on va assister à d'autres développements qui vont à chaque fois bouleverser la donne, sans parler des enquêtes. On va parler des enquêtes du Premier ministre maintenant, mais vous pensez qu'il y aura encore des changements? Ah oui, il y aura encore du travail pour nous les journalistes. Oui. Parce que ça, on se fait pas de soucis de ce côté-là. Non, on ne sera pas au chômage. Mais ce qui rend la chose intéressante aussi, hein. Mais la société est très fragmentée apparemment et les opinions sont très tranchées. Voilà, on arrive à une parcellisation. Mais je pense qu'il va donner des regroupements quand même plus on approchera de l'échéance. Alors, le dernier dossier que je voulais évoquer avec vous, c'est justement celui du Premier ministre dans les affaires judiciaires et de ces derniers développements avec la décision, en tout cas, la décision vers laquelle le conseiller juridique du gouvernement semble s'acheminer, c'est-à-dire de rédiger au moins un acte d'accusation contre le Premier ministre qui serait conditionné par une audience, comme le veut la loi. Et là, on a appris que le conseiller juridique avait consulté ses prédécesseurs pour avoir, on va dire, leur tampon, on va dire, leur garantie, leur acceptation de la démarche qu'il s'apprête apparemment à faire, c'est-à-dire d'inculper le Premier ministre avant les élections, probablement même 40 jours avant, à la fin du mois de février. Est-ce que vous pensez que cela pose un problème, comme le dit Netanyahou depuis 2 jours, qu'on ne peut pas entamer une procédure d'audience si on ne la termine pas, que cela le désavantage? Est-ce que vous pensez que l'argument de Netanyahou est solide? Il est solide dans la mesure où c'est un argument juridique, parce qu'il dit que dans la conférence de presse qu'il a faite au Brésil, c'est-à-dire que, imaginons qu'il démissionne alors que l'audience n'est pas terminée et qu'après le conseil juridique décide de clore les dossiers, donc on aurait un Premier ministre ou un futur Premier ministre qui serait démissionnaire alors que finalement il aurait pu rester en poste. Donc ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que on a un Premier ministre qui apparemment semble très très sûr de lui au niveau de l'issue, en disant que sa fameuse phrase il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien. Et les fuites journalistiques, après les fuites de la police, c'est les fuites journalistiques quant à une inculpation probable dans certains de ces dossiers. Donc je pense que ça risque d'influencer quand même quelque peu le résultat des élections, ou bien au contraire, ou bien on a déjà assisté que l'acharnement ressenti par une partie de la population contre le Premier ministre risque de encore lui donner encore plus de voix. C'est ça, parce que est-ce que vous y croyez à cette hypothèse, cas de figure d'une forme de victimisation de Binyamin Netanyahou, qui à partir du moment où il serait inculpé, donc sous condition d'une audience, eh bien jouerait la carte de la victime, de celui qui est persécuté par les médias, par les élites, par la presse, par la justice. Vous pensez que ça peut lui être bénéfique, une telle tactique? Bon, déjà, ce phénomène, il est quand même assez perceptible sans qu'il en parle, mais je pense pas qu'il aurait tellement besoin de jouer cette carte, parce que je crois qu'une partie de la population, déjà, si ce qui se passe aujourd'hui est le Likoud qui est largement en tête,
avec tout le battage médiatique qu'il y a autour de ces affaires depuis quelques années, montre bien qu'il y a quand même un socle très solide dans la population qui souhaite que Benjamin Netanyahu continue à être Premier ministre. Donc peut-être qu'une inculpation avant les élections serait perçue comme un acte politique quand même, et donc augmenterait encore peut-être la popularité du Premier ministre. C'est pas exclu. Alors vraiment, je sais pas vers quelle direction on va. Si le conseiller, quoi qu'il fasse, de toute façon, Avichai Mandelblit, le conseiller juridique, qu'il fasse, il sera critiqué par l'un ou l'autre camp. Il sera attaqué d'une part ou d'autre, ou pour avoir tenté de mettre des bâtons dans la roue du Premier ministre, ou au contraire pour l'avoir protégé afin qu'il retrouve son siège. Donc c'est le suspense, vraiment. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Shraga, de nous avoir éclairé, d'avoir dialogué. C'était très intéressant de dialoguer avec vous pour essayer de faire le point à la fin de cette semaine très mouvementée, en perspective d'un Shabbat qui, on l'espère, sera calme et serein avant de relancer la machine politique la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous et à tous les auditeurs. Voilà, il est 8h28 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de lancer la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et également sur Radio G à Paris.